Et plus particulièrement, ce soir, je vais surtout puiser, gérer ma conférence dans les travaux sur la désobéissance civile et les mouvements sociaux un peu, enfin récents, pas que récents d'ailleurs, qui ont traversé l'écologie en matière, oui, de désobéissance civile, de résistance civile et aussi, mais ça sera peut-être un enjeu de débat, la question dite de la non-violence et de voilà comment résister, etc. De ce type de, enfin, en tout cas, c'est ce que comme de cette manière j'ai compris la commande de ce soir. Je dirais qu'au moins la technique peut pallier et peut aussi aider à peut-être à diffuser, je dirais, certaines idées ou certaines réflexions qui sont tout à fait enfin, en tout cas, ce que j'entends est tout à fait en cohérence avec moi aussi, ce que j'entends avec soit d'autres groupes militants, soit dans des cercles plus académiques, hein, sur la question de le mouvement social écologiste et son articulation au social et à la démocratie. Et deuxième point aussi, alors même si j'ai qu'une demi-heure et donc je vais réduire mon entrée, on va dire, sur les questions de droit, il n'empêche que bien, on va parler beaucoup de démocratie. Il n'y aura pas que le droit, parce que d'abord, je ne suis pas juriste, je suis en sciences politiques et je suis plutôt sociologue, mais du fait de mes travaux sur la désobéissance civile et d'ailleurs sur l'écologie également, j'ai beaucoup aussi lu de la théorie politique ou de la philosophie politique, hein. Donc c'est vrai que c'est aussi une réflexion sur la démocratie qui va traverser la demi-heure de mon propos. Alors, comme je viens de le dire, je suis une spécialiste des mouvements de contestation écologistes et ce qui fait aussi que moi, je dirais, je m'occupe de la désobéissance civile, non pas d'un point de vue de la philosophie, mais du point de vue des pratiques. Hein. C'est-à-dire, que font les gens quand ils contestent et pourquoi. Alors, j'ai souvent des questions, de toute façon, les sociologues ont souvent des questions finalement assez basiques, du genre, du type, pourquoi on désobéit, pourquoi les écologistes ont choisi à un moment de leur histoire ce type d'action. Et deuxième temps, et ça va être peut-être le deuxième temps de notre propos de ce soir, pourquoi, ou en tout cas on le constate tous, pourquoi ça reste d'actualité, voire même plus encore d'actualité qu'au début, je dirais, du mouvement social écologiste. Alors, moi, je commence basiquement aussi un peu comme un cours. Alors, excusez-moi, parce que c'est la soirée. Et en soirée, on n'aime pas trop les cours, mais je pars quand même par une définition parce que pour qu'on sache, voilà, de quoi on parle tous ensemble et sur quel cadre et sur quelle base on va parler. Je vous rappelle que la désobéissance civile, alors aussi autopromo, j'ai écrit avec Graham Hayes, qui est un chercheur britannique que j'ai rencontré d'ailleurs à un moment où j'étais en Grande-Bretagne et où je travaillais déjà sur l'écologie. Lui aussi, c'est un spécialiste des écologistes. Et Graham Hayes et moi-même, on avait, alors je sur le petit bouquin, comme dans les bonnes émissions de télé, donc contester la désobéissance civile auprès de Sciences Po. On a travaillé ensemble et l'intérêt de cet ouvrage qui est paru dans sa première version en 2012, puis réaugmenté en 2013, parce que déjà même en une année, il y avait eu beaucoup de nouveautés. C'était que lui, il s'intéressait aux procès militants et en particulier à l'époque les procès autour des questions d'OGM. Donc, si vous connaissez un peu l'écologie, l'histoire de l'écologie, c'est-à-dire autour de la figure, alors c'est la figure emblématique, mais il n'était pas tout seul évidemment, de José Bové et des faucheurs volontaires pour la France. Mais il était aussi intéressé, Graham Hayes, parce que il y avait aussi des phénomènes de désobéissance civile. Alors lui qui voyait en Angleterre, en Grande-Bretagne, et voir aux États-Unis, du fait qu'il est quand même beaucoup plus fluente que moi en anglais, il pouvait aussi s'intéresser à tous ces mouvements. Et à l'époque, j'y reviendrai en boucle à la fin, donc je vous fais un petit suspense. À l'époque, la répression, notamment de la désobéissance civile, était beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France, y compris par les procès, y compris par la répression. Donc, je fais un petit suspense parce qu'actuellement, on arrive aussi à un moment où, et là peut-être ça sera le sujet de l'atelier du soir, c'est que la désobéissance civile a un coût d'engagement. Alors, a toujours été un coût dans l'engagement des militants, c'est-à-dire il fallait s'attendre à un procès, et un procès c'est coûteux pour l'individu.
parce que bon, quand même, hein, on va se retrouver devant un juge, et même si on est un bon militant et un très bon militant, on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au procès, et puis exigeant pour les organisations. Actuellement, le coût peut être encore plus fort et on y reviendra. En tout cas, pour revenir à la notion de désobéissance civile, et ça nous avait permis de travailler ensemble à deux cerveaux, c'est-à-dire un cerveau britannique et un cerveau français. C'est pas inintéressant parce que on n'avait pas tout à fait, on a dû réfléchir à la notion. On a vu qu'il y avait une histoire aussi de la notion qui n'était pas si simple que ça entre on va dire les deux continents, pour dire vite, européens et on va dire nord-américain, mais aussi y compris entre la France et la Grande-Bretagne. C'était pas tout à fait le même rapport à la désobéissance civile. En tout cas, on a trouvé une sorte de définition basique, mais qui permettait au moins de passer les frontières et passer l'histoire. C'est le fait que la désobéissance civile est d'abord et avant tout une justification de l'action, parce que c'est souvent une justification d'une action, mais d'une action qui se fait aussi en s'appuyant du cadre démocratique. C'est-à-dire que l'action, c'est pas qu'une action militante, c'est une action citoyenne. Donc, on le disait déjà, et c'est beaucoup plus fort encore maintenant, je trouve, dans les discours militants. C'est-à-dire que c'est un citoyen, c'est pas un militant forcément, c'est un citoyen qui désapprouve une loi, une politique publique, ou voire même un régime politique, hein, quand c'est plus général, et il le fait au nom d'un principe supérieur au cadre juridique existant. Donc ça, je dirais que c'est très limité, mais ça permet d'aller brosser un peu tous les cadres et toutes les éventualités. Et clairement aussi, la désobéissance civile ne prend pleinement signification qu'à condition, paradoxalement, de reconnaître l'obéissance à la loi comme la règle. En fait, la règle, c'est l'obéissance. Et la désobéissance, c'est une exception à la règle. Alors ça, je le dis quand même très rapidement et très fortement, surtout si par hasard, j'imagine si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même déjà un peu engagé ou en réflexion par rapport à ces questionnements-là. Bien souvent, y compris peut-être, alors ça soit moi parfois quand je suis interrogée par les médias, que ça soit aussi par même d'autres collègues qui ne connaissent pas bien la désobéissance civile, etc. C'est quand même pour la qualifier, la différencier de toute forme de délinquance. La délinquance, et là je vais aller rapidement, mais s'il y a des questions par la suite pour y revenir, dans la philosophie politique, notamment pour citer je dirais que Hannah Arendt, elle fait bien la différence, parce qu'elle en parle aussi, hein, de la question d'obéissance. Hannah Arendt a beaucoup réfléchi sur l'obéissance, alors elle, évidemment, dans le contexte du nazisme, du totalitarisme, mais pour elle, il y a quand même fondamentalement, justement, parce qu'il y a obéissance, il y a aussi un droit à désobéir. Et pour elle, le droit à désobéir, ça relève évidemment, alors elle ne parle pas forcément de désobéissance civile, mais de résistance. Et en tout cas, l'idée, c'est parce qu'on se sent particulièrement citoyen et particulièrement, je dirais, imbibé par les principes démocratiques. Parce qu'un régime politique n'est pas forcément démocratique. Alors, certains sont clairement pas démocratiques parce qu'ils sont clairement pas démocratiques, comme Hannah Arendt avec les totalitarismes, ce qu'elle a pu observer, mais aussi ça a pu être observé et pratiqué par la suite dans des régimes qui se revendiquent démocratiques, mais où il y a des inégalités sociales flagrantes. Et là, je renvoie aussi, et d'ailleurs je vous invite à le lire parce qu'on ne lit pas assez, on s'en réfère souvent, mais on ne lit pas assez et Gandhi et Martin Luther King. Et d'ailleurs, pour ce petit ouvrage sur la désobéissance civile, je me suis mise à lire vraiment Martin Luther King et Gandhi parce que justement, bref, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, on le cite, mais on va pas aux écrits. Et en fait, quand on lit les écrits de l'un et l'autre, ils ont une réflexion très, très pointue sur ce qu'est la démocratie et ce que doit être une démocratie. Donc, et je ne cite pas non plus un autre auteur qui est un peu le père fondateur de tout ça, c'est David Soro, hein, qui lui aussi s'est réclamé tout de suite d'un égalitarisme et de la démocratie. Donc, en tout cas, je fais un petit point un peu théorique, mais
Ça, c'est important parce que, alors ça fait écho peut-être à ce que j'ai entendu tout de suite. Souvent, parmi les écologistes, il y a quand même énormément de réflexivité. C'est-à-dire, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que les écologistes, bien souvent, voilà, ils ont lu, ils pratiquent, quand ils pratiquent, ils lisent, ils ont même fortement enfin, ils critiquent ce qu'eux-mêmes ils pratiquent, donc ça peut aller très loin. Et l'influence de tous ces auteurs et de toutes ces pratiques ont quand même participé à la réflexion et à l'installation de la désobéissance civile dans le mouvement écologiste, qui l'ont pratiquée de manière différente dans différents espaces. Alors moi, je vais résumer aujourd'hui. Là, c'est pareil, je vais faire celle qui, voilà, soit vous lisez mon bouquin, soit tout à l'heure vous me posez quelques questions. En tout cas, dans l'espace nord-américain, pour dire vite, il y avait une pratique de la désobéissance civile avant la désobéissance civile, on va dire, au nom de la conscience qu'on pourrait dire pratiquement religieuse. C'est-à-dire que c'est quand même pratiqué aussi. Alors, je vous donne juste un exemple, mais on les retrouve assez fortement dans les premiers mouvements écologistes aux États-Unis notamment. Les Quakers, qui sont, puisqu'ils en existent encore, qui sont on va dire une forme de protestantisme puritain, donc par certains aspects particulièrement rigoureux, mais qui se sentent aussi totalement pacifistes et donc objecteurs de conscience. Parce que ce qu'on oublie aussi beaucoup, et même David Soro et autres, c'est qu'au départ, la désobéissance civile, c'était aussi contre la guerre. Et c'était contre l'emploi, c'est pour ça aussi qu'on l'articule souvent à la violence et non-violence, parce que c'était l'objection de conscience. C'était ne pas pratiquer la guerre. D'ailleurs, au nom de principes supérieurs, c'est-à-dire le fait, par exemple, pour les Quakers, que tout être vivant, et particulièrement, voilà, qu'il faut protéger et il est hors de question d'aller le détruire, alors que ce soit par la guerre ou par d'autres formes de destruction. Donc, il y avait déjà ce mouvement-là. Il y a eu le mouvement aussi des droits civiques, qui évidemment aux États-Unis a été très fort et qui a marqué le mouvement au point que ça, il faut dire, le mouvement écologiste est né juste un petit peu après. Donc, il a inspiré énormément de manières de pratiquer, je dirais, les contestations. Alors, en France, je vais faire que la France. Hein, la Grande-Bretagne, je n'en parlerai pas. Mais en France, notamment, la désobéissance civile, vous le savez peut-être si vous connaissez un peu l'histoire de l'écologie française, elle s'est implantée. Alors, au départ, on disait pas d'ailleurs tellement désobéissance civile en France, on disait plutôt résistance civile. Et ça, c'est aussi un point, on pourra revenir dans le débat, qui est pas clair. Maintenant, tout le monde est désobéissant civil. Mais en réalité, dans les années 70, sans doute aussi parce qu'on n'était pas très loin de la Seconde Guerre mondiale, on parlait plus facilement de résistance que de désobéissance. Et le terme résistance civile était pratiqué sur le plateau du Larzac. Enfin, les premiers, c'était le plateau du Larzac, avec aussi alors deux points sur lesquels moi je reviendrai pas, parce que là c'est un peu de la sociologie et c'est un peu ça complexifie un peu le propos, mais avec une influence assez forte quand même du catholicisme, parce qu'un certain nombre des premiers pratiquants, on va dire, de la désobéissance civile, même si ils étaient, je veux dire, ils étaient à l'écart, enfin, ils étaient critiques à l'écart des institutions religieuses, mais un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, le reconnaissent dans les entretiens que j'avais pu mener lors de ma thèse, ils avaient quand même connu le catholicisme, ils étaient en réflexion par rapport justement aussi à la question de la guerre, à la question du pacifisme. C'est des questions qui existent encore actuellement, mais un peu moins dans le mouvement écologiste. Mais à l'époque, le mouvement écologiste était profondément pacifiste et anti-guerre et anti-nucléaire. L'anti-nucléaire, c'était aussi anti-guerre. Et ils étaient quand même dans cette réflexion un peu post-68 art ce qu'on appelait les catholiques de gauche de l'époque, très proche du tiers-mondisme aussi, avec une ouverture sur les autres. Et il y avait aussi une figure importante sur le plateau du Larzac, c'est Lanza del Vasto, qui aussi était un adepte non seulement de la désobéissance civile et de la non-violence, mais avait été un disciple de Gandhi et très, très vraiment imprégné. C'est-à-dire qu'il a été vraiment en Inde et il a pratiqué en fait le gandhisme. Donc il a évidemment influencé toute cette part du plateau du Larzac et cette réflexivité et aussi ses modalités d'action.
Alors, quand même, pourquoi la résistance civile et ensuite la désobéissance civile? Eh bien, là aussi, je résume, hein, parce que c'est un peu plus long que ce que je vais dire en 3 phrases, mais à un moment, et on va y revenir, parce que moi, comme je l'ai dit, moi, la désobéissance civile, je la regarde par les pratiques et pas par la théorie. Dans le mouvement écologiste dans les années 70 avait pratiquement les mêmes problématiques que notre mouvement écologiste contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque aussi, il était criminalisé. À l'époque aussi, il y avait une répression assez forte. Je vous rappelle qu'à Crest-Mileville, ça s'est mal passé. Il y a eu un militant qui est mort. Et il y a une forte réflexivité aussi par rapport à cette violence, à la fois subie, et puis aussi, attention, à l'époque aussi, les écologistes n'étaient pas forcément, alors même s'ils étaient pacifistes, dans les interactions, ils répondaient. Donc, ils n'étaient pas forcément dans une modalité d'action aussi, je sais pas comment dire, pacifique ou pacifiée que ça. Donc, il y a eu un moment, il y a une sorte d'idée, c'est que pour gagner l'opinion publique, pour être en phase avec l'opinion publique, pour aussi attirer des soutiens, donc il y avait une sorte d'idéal aussi, voilà, on peut dire quand même démocratique, parce qu'ils ont réfléchi aussi sur le fait qu'ils étaient dans un contexte démocratique et qu'il fallait aussi faire adhérer au-delà de leur noyau dur, on va dire. Eh bien, il y avait une meilleure efficacité de recourir à des obéissances civiles. Ça, en tout cas, je l'ai recueilli dans mes entretiens et dans des archives de l'époque. Je dirais, le basculement s'est fait autour des années, justement après Crest-Mileville, en 77-78, où c'est devenu une pratique plus, comment dire, le mot était pas du tout celui-là à l'époque, mais on va dire plus efficace, au sens d'une efficacité par rapport à l'opinion publique. Donc, on est arrivé à ce moment d'histoire, et pour en revenir à nos questions de droit et de rapport à la loi, etc., la désobéissance civile dans un contexte de démocratie, on va dire, et pour des écologistes, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est afro-américain et qu'on doit combattre, on va dire, l'apartheid ou la discrimination, ou quand on est Gandhi et qu'on doit combattre le colonialisme. Ça fait aussi écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure pour dire clairement que même si tout ça est peut-être, je dirais qu'il y a une sorte de culpabilité écologiste en ce moment en se disant toujours oui, on est trop blanc, on est trop classe moyenne, on est trop ceci. Bon, en enlevant toute cette culpabilité, c'est vrai que de ce point de vue-là, le mouvement écologiste va défendre des enjeux qui sont pas des enjeux directs. C'est pour ça aussi que c'est pas une désobéissance civile par rapport à des enjeux qui les touchent, mais c'est par rapport à des enjeux globaux, comme par exemple, alors actuellement le réchauffement climatique, auparavant c'était la protection d'un environnement qui est extérieur, ou les OGM, etc. Donc en fait, on est dans une désobéissance civile qui quand même se réinvente. C'est-à-dire que c'était pas tout à fait celle qui était pratiquée auparavant, qui était plus par rapport à des intérêts, je dirais, directs. Et c'est pourquoi, alors, on en a un peu discuté dans le petit bouquin, là, sur la désobéissance civile, c'est-à-dire que, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est vraiment un cheminement presque intellectuel. Il faut faire admettre qu'on désobéit, enfin, je parle du mouvement écologiste, que les militants vont désobéir, vont entrer dans l'illégalité, vont produire même parfois du trouble à l'ordre public, et on reviendra peut-être sur les registres d'action. Au nom, alors d'abord, je dirais le principe supérieur, ça pour le coup, ça reste. Alors, c'est plus les principes d'autrefois, c'est pas le principe d'égalité ou le principe moral. Là, ça serait le principe, on va dire, de protection de l'environnement ou le principe de protection du climat. Mais en réalité, ça produit quand même un autre problème, enfin, une sorte de problème ou une tension, et qui d'ailleurs se joue dans les procès parfois, pour les avoir entendus. Mais bon, d'accord, vous êtes désobéissant et tout ça, mais bon, vous le dites que vous défendez le climat, mais après tout, une telle politique publique, elle défend aussi le climat. Est-ce que c'est pas plutôt de la contestation, je dirais de la contestation habituelle, mais sauf que là, en plus, vous êtes illégaux, alors que vous auriez pu faire, je dirais, une manifestation routinière. Donc, ça c'est un vrai problème. Alors, ce que on fait surtout les avocats,
et ça, vous en savez peut-être un peu, si vous, du moins vous avez lu là-dessus, et notamment les avocats alors, qui ont créé un peu ces manières de penser-là au moment des mobilisations contre les OGM, donc grâce à aux faucheurs volontaires notamment. C'est l'idée alors il y a 2 points, c'est le lien de causalité et puis le principe, enfin en tout cas le principe d'urgence à agir. Alors l'urgence à agir pour les OGM, c'était un peu alambiqué, il faut quand même honnêtement le dire, mais en tout cas c'était de dire que si on laissait se propager les OGM, eh bien c'était voilà, ça polluait toutes les parcelles, y compris les parcelles qui n'étaient pas OGM. Et qu'au nom de ce principe-là, c'était une sorte aussi de principe de précaution XXL, on va dire. Il fallait protéger les autres parcelles et protéger tout de suite, pas attendre que on fasse des essais OGM et que toutes les parcelles soient polluées, contaminées par les OGM. Le lien de causalité aussi, ça c'est un point important, c'était d'expliquer aussi dans les procès que il fallait absolument intervenir, enfin c'est donc des écologistes parlaient de cette urgence-là, intervenir avant qu'il soit trop tard, avant qu'il y ait possibilité que que la situation empire. Or, ces points-là, on les retrouve maintenant dans les procès, dans toutes les formes de procès, si j'ose dire. Moi, j'ai suivi surtout les procès autour des actes de désobéissance civile, surtout menés par, autour d'Alternativa, etc., sur les décrocheurs de portraits de Macron, mais aussi, j'avais assisté à des procès, notamment à Lausanne, un peu sur le même type, c'est-à-dire c'était beaucoup plus de l'illégalisme, on va dire, action directe non violente dans des espaces du type une banque, par exemple, ou autre. Enfin, c'était pas de l'occupation, c'était pas du blocage, c'était très clairement non violent, mais c'était quand même illégal. Et lors des poursuites, le jeu ou l'enjeu dans les procès, c'était bien celui-là. C'était de expliquer que et ces jeunes ont quand même, je dis ces jeunes parce que c'était quand même plutôt une population jeune, ces jeunes militants rappelaient bien l'urgence à agir, rappelaient bien aussi que, d'une certaine manière, alors là c'est un mot qui n'était pas utilisé, mais que moi maintenant j'utilise, ils étaient dans un registre de lanceurs d'alerte, c'est-à-dire rappeler qu'il y a une alerte. Alors, beaucoup me diront, et peut-être vous-même, que bon, depuis le temps qu'on alerte, on devrait le savoir, mais il n'empêche que c'est toujours dans l'idée que voilà, il faut alerter, il faut dire que non, c'est plus possible. L'autre registre aussi, qui est un peu plus récent, au-delà du registre de l'alerte, il y a aussi l'idée de la mise sur agenda de l'urgence à agir. Et ça, par contre, c'était déjà un peu pour les OGM, mais honnêtement, c'était un moyen de droit parmi d'autres et dans le registre de justification. Or, actuellement, et ça sera peut-être dans le débat tout de suite, actuellement, c'est le cœur même de la justification. La justification, ça se fait quand même au nom de l'urgence climatique et au nom aussi du rappel. Là, pour le coup, c'est pas parce que l'État n'agit pas ou l'État oublierait d'agir, c'est parce que l'État n'agit pas assez vite. Donc là aussi, c'est intéressant dans la rhétorique. C'est-à-dire que, y compris par rapport à ce qui s'est passé par le passé, justement, ou ce qu'on a pu entendre, alors sur d'autres registres, Martin Luther King aussi, quand vous le lisez, c'est ça qui est intéressant. Lui aussi parlait d'urgence à agir, mais d'urgence à agir pour les droits des minorités, parce que pour lui, il était impensable que, comme il disait, que ses enfants et ses petits-enfants vivent dans un monde qui ressemblait à celui-là. Donc, c'était aussi une urgence à agir. Mais ça s'est, je dirais, développé actuellement dans des urgences à agir pour, on va dire, résumer, pour la survie de la planète ou la survie, je dirais, des espèces et toutes formes d'espèces, voire la protection de l'environnement qui, du fait des multiplications, je dirais, des activités humaines, voire des aménagements, est de plus en plus menacée, détériorée. Donc,
cette question du droit s'arc-boute aussi sur des mises en scène, je dirais, enfin des mises en scène au bon sens du terme. Je veux dire, quand je le dis, c'est d'un point de vue sociologique, mais c'est pas du tout pour dénigrer les manières de le faire. C'est-à-dire des mises en scène de cette urgence et de ces manières de représenter un environnement qui doit être protégé et qui doit être protégé pour les individus, pour la planète elle-même, on va dire, mais aussi pour les générations futures. Alors, ce qui change aussi actuellement par rapport à ce qu'on pouvait entendre même il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, on parlait encore beaucoup des droits des générations futures. Or, ce que je constate actuellement, et vous l'avez entendu, là, du coup, on entre dans le contemporain, on va dire, depuis enfin, en tout cas depuis une année, surtout là depuis une année, on n'entend pas une génération future, on entend la génération présente. Ce qui veut dire que ça aussi, ça transforme un peu l'urgence, y compris dans la tête des personnes qui s'engagent, qui militent, parce que c'est plus l'urgence d'hier pour les générations futures ou pour une planète qui, d'accord, se détériore, mais bon, on peut encore avoir un peu de temps devant soi. Là, l'urgence à agir est nettement bien plus renforcée et légitime encore plus à désobéissance civile. Alors là, j'ai donné les cadrages et puis les rhétoriques. Par contre, un autre point, qui souvent en ce moment est en débat, donc j'aimerais bien débattre avec vous si besoin. Et d'ailleurs, on m'interpelle beaucoup là-dessus en ce moment parce que je dirais que ça interroge un peu tout le monde, que ça soit d'ailleurs même des élus, des différents types d'acteurs, on va dire. C'est la question dite du sabotage et du rapport à la violence. Alors déjà, en fait, ce qui démontre qu'en 10 ans, j'avais oublié, et c'est en relisant le bouquin qu'on avait écrit il y a une dizaine d'années qu'en fait, l'UMAIS et moi, on avait déjà travaillé sur le sabotage et on avait déjà réfléchi sur les questions de sabotage, qui d'ailleurs, et c'est pourquoi je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure en introduction, a été pas mal élaboré, notamment dans les milieux écologistes nord-américains et britanniques, mais surtout nord-américains. L'idée du sabotage existait déjà à l'époque. Alors, c'était pas des éco-terroristes, comme d'ailleurs la catégorie qui n'existe pas en France, mais une catégorie qui, quand même, quelquefois s'auto-définissait de cette manière-là. C'était ce qu'ils appelaient les éco-warriors, c'est-à-dire les guerriers de l'écologie, et qui estimaient les États-Unis, c'était pas tout à fait le même contexte qu'en France. Alors, j'ai pas dit qu'en France tout est rose, mais aux États-Unis, on était dans la dérégulation, des politiques publiques d'environnement dans beaucoup d'États. Vous savez bien que tous les États sont pas sur sur les mêmes régimes politiques. Et particulièrement dans certains nombres d'entre eux, il y avait notamment à l'époque, c'était le gaz de schiste. Il y avait un questionnement sur le gaz de schiste. Et il y avait déjà, je vous le rappelle, en 2001, quand je parlais d'écoterrorisme, ça n'existait pas en France, mais ça existait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une criminalisation d'un certain nombre d'actes, on va dire d'actes de violence. Alors, certains qui étaient vraiment des actes de violence au sens où il y avait quand même des intimidations sur des individus et on va dire des êtres humains. Donc là, pour le coup, y compris dans l'écologie, je pense que ça faisait pas forcément consensus, y compris aux États-Unis. Mais il y avait quand même une criminalisation assez générale. Or, c'est aussi à ce moment-là où il y avait, si vous voulez, une tension très forte et que moi je trouve assez clairement un peu semblable à ce qui se produit en ce moment. Semblable en ce moment, c'est-à-dire que du côté des écologistes, la volonté, je dirais, d'arrêter un certain nombre de pratiques et en ayant une vraie crainte sur l'avenir de la protection de l'environnement, pour dire vite. Et puis inversement, en face, des groupes d'intérêt, des États, des positions politiques qui sont aussi très très raides, qui se sont rigidifiées. Aux États-Unis, c'était déjà le cas. Pour protéger voilà les intérêts, on va dire, privés souvent, et y compris s'il fallait mettre à mal l'environnement et voire même poursuivre un certain nombre de protecteurs de l'environnement. Alors, cette tension-là, on la retrouve en ce moment. Et évidemment, la question de sabotage arrive. Pourquoi la question de sabotage arrive? Puisque
l'idée du sabotage, y compris la désobéissance civile, c'est l'idée que, vous savez, en désobéissance civile, il y a plusieurs manières de construire cette désobéissance civile. On peut, alors moi, pour l'instant, je n'ai parlé quasiment que de désobéissance civile, clairement non violente, clairement faite dans l'espace public, avec, je dirais, au visage découvert, on va dire ça comme ça. Je parle aussi essentiellement de personnes qui se revendiquent de la citoyenneté, qui, au moment où les forces de l'ordre arrivent, se font arrêter, n'obtempèrent pas ou peu, et vont, voilà, poursuivre jusqu'au procès. Mais il y a une désobéissance civile qui peut être aussi beaucoup plus, je dirais, vindicative, et y compris avec du sabotage. Alors, le sabotage en France a existé aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être surtout pas la jeune génération, parce que c'est trop vieux. Pour moi, ça va, mais pas pour vous. C'est par exemple un Éric Pététin qui, à la fin des années 90, tunnel du Somport, Éric Pététin, moi je me rappelle de lui parce qu'il était même plutôt soutenu par les militants écologistes à l'époque, se revendiquait d'Eco-Warriors. C'était un des tout premiers et avait déjà saboté des bulldozers. Et non seulement le faisait, alors lui il le revendiquait, et il le revendiquait tellement bien qu'il a quand même fait un certain nombre. Il a fait quelques mois de prison. Je suis pas sûre qu'il en ait fait beaucoup, mais enfin, il en a fait quand même quelques mois. À l'époque, il était quand même assez connu et reconnu, on va dire. Et il disait très clairement qu'il s'inspirait des mouvements écologistes radicaux, on va dire. On disait pas radicaux à l'époque, mais enfin, des mouvements écologistes nord-américains notamment, parce que c'était la seule manière de protéger. Alors lui, c'était sa vallée, et donc à chaque fois, ça rejouait. Et lui, à l'époque, il disait pas qu'il était de la désobéissance civile, mais parce que la désobéissance civile, c'est comme tout. On peut s'en revendiquer ou pas. Et il disait simplement qu'il faisait, je dirais, du sabotage. Et à l'époque, je me rappelle qu'un José Bové, il se mettait à l'écart un peu d'Éric Pététin, ce qui voulait pas dire qu'il n'était pas, voilà, en soutien psychologique, mais c'était pas du tout dans la même dynamique, c'était pas les mêmes manières de procéder. Donc, la question du sabotage revient et généralement est, comment dire, légitimée dans le mouvement écologiste sous le terme de désarmement. Alors, pourquoi le terme désarmement? Parce que vous comprenez bien que dans la désobéissance civile, l'enjeu aussi, c'est que comme on est citoyen et qu'on est dans notre bon droit et qu'on est face à un État qui ne comprend rien ou à des politiques publiques qui ne comprennent rien, on doit être dans une posture où on désarme l'autre. Et, entre guillemets, saboter je sais pas, enfin bref, un véhicule de chantier, par exemple, c'est une manière de protéger la nature et donc de désarmer, on va dire, l'ennemi, entre guillemets. Donc, il y a ces procédures aussi de légitimation qui sont relativement fortes et qui ont été, en tout cas, pratiquées notamment par un certain nombre de groupes écologistes nord-américains, mais aussi mon collègue de MAS en parlait et l'a écrit, hein, c'est dans le bouquin. Il y a par exemple un groupe en Grande-Bretagne qui est surtout d'ailleurs féminin. C'est souvent c'est quasiment exclusivement des femmes. C'était il y a une vingtaine d'années, les Plowshares, qui elles étaient dans cette dynamique-là, mais essentiellement c'était écolo et aussi pacifiste. C'est-à-dire clairement, d'ailleurs, elles ont eu quelques ennuis, hein, elles aussi, puisque elles allaient sur les bases militaires et essayaient, voilà, bref, saboter. Elles n'arrivaient pas forcément à le faire, mais enfin, en tout cas, d'essayer d'atteindre, je sais pas, des engins, on va dire, divers et variés dans les bases militaires. Donc, évidemment, elles ont été poursuivies et elles ont connu aussi quelques problèmes. Mais il n'empêche qu'elles se revendiquaient aussi de la désobéissance civile. Et quand elle se faisait arrêter, là, par le coup, et ça a peut-être la différence avec le terrorisme, voilà, l'idée, c'est quand même la clandestinité. Là, dans tous les cas, même Éric Pététin, d'une certaine manière, l'arrestation se fait. Et l'arrestation ne se fait pas selon une grammaire comme on connaît dans le terrorisme, c'est-à-dire, généralement, le terrorisme, c'est on attaque par surprise, et en plus, généralement, on ne se fait pas arrêter.
ne se fait pas arrêter, soit parce qu'on rentre dans la clandestinité, soit, et on l'a vu avec les attentats, la vague des attentats d'il y a 7-8 ans, soit on va jusqu'au bout et on va jusqu'à, bref, l'autodestruction de soi-même. Or, c'est pas forcément le cas du côté de ces militants. Donc, le sabotage, enfin, c'est pour vous le dire. Alors après, ça peut être questionné, y compris dans le mouvement écologiste, hein, mais ces manières de faire et ces manières, du coup, de recourir à la violence. Donc ça aussi, c'est souvent je suis interrogée sur est-ce que c'est violent, pas violent, comme si j'étais capable avec un curseur de montrer où est la violence. C'est très compliqué la violence parce que la violence, elle existe dans beaucoup de mouvements sociaux et on peut pas dire que les mouvements écologistes soient totalement non violents. Il y a toujours eu de la violence dans les mouvements écologistes, même s'ils se revendiquent de la non-violence et même si par une façon de présenter, on va dire, leurs activités, il y a une volonté de quand même de s'inscrire dans la légitimité citoyenne et donc de dire nous sommes non violents et au contraire on réagit à la violence des autres. Donc à la violence de l'État, à la violence des groupes d'intérêt, voire, alors ça c'est beaucoup plus contemporain, la violence de la répression. Donc ça c'est un point important. Donc pour finir et pour peut-être ouvrir les débats, et je suis sûre que j'ai pas dit, d'ailleurs j'ai pas dit tout ce qui était possible de dire sur cette question, mais c'était en fait plutôt pour vous stimuler pour votre soirée et pour vous donner à réfléchir. Moi je pense que, alors d'ailleurs au-delà de l'écologie, hein, je crois que l'ouverture pour un débat, il y a 3 enjeux en fait. Il y a d'abord l'enjeu de l'illégalité, parce que tout à l'heure, j'ai dit, effectivement, le citoyen désapprouve une loi, une politique publique ou un gène politique, mais il le fait au nom d'un principe supérieur, un principe supérieur au cadre juridique existant. Et c'est bien le mot intéressant, c'est le cadre juridique existant. Ce qui fait que quelquefois, moi je l'ai vu, parce que bon, ça fait assez longtemps que je suis un peu le mouvement écologiste, qu'il y avait même des activités militantes légales qui deviennent illégales. Et donc, comme elles deviennent illégales, eh bien, d'un seul coup, on devient désobéissant civil. C'est donc, il y a bien un enjeu sur l'illégalité. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, la désobéissance civile rattrape aussi quelquefois le militant parce que la légalité, le cadre juridique existant, je reprends, se resserre aussi. Donc, il y a un enjeu sur la légalité, l'illégalité, y compris d'ailleurs, imaginons, je fais un parallélisme autre, bah si un jour, reprenons le cas de enfin moi j'appelle apartheid, enfin de la ségrégation aux États-Unis, d'un seul coup on dise en France, parce qu'après tout il y en a certains qui y penseront, qu'un homme noir et un homme blanc n'ont plus le droit de s'asseoir côte à côte. En ce moment on le fait, mais d'un seul coup ça devient illégal, c'est de la désobéissance civile, si on le faisait. Donc vous voyez, enfin je veux dire, bon c'est pas pour faire écho à certaines enfin bref, à certains dangers qui montent aussi en Europe en ce moment, mais je veux dire qu'il y a des choses qu'on fait en ce moment de manière très légale et qui peuvent devenir objet de résistance ou de désobéissance civile. D'ailleurs, je renvoie aussi aux travaux de quelqu'un comme Jacques Semelin, qui travaille sur la résistance civile et qui a beaucoup travaillé sur d'autres enjeux et notamment les sauvetages des Juifs en France, par exemple, sauvetage au sens où il y a eu quand même plein de réseaux de résistance pour soutenir et protéger notamment les enfants juifs pendant l'occupation. Il marque ça. Il marque ça. Combien d'un seul coup, si par exemple il y a un enfant qui est stigmatisé et qui est ségrégué, voilà, comment ça transforme les règles et comment la légalité, ce qui était légal devient illégal, ce qui était normal devient anormal. Donc, clairement, pour réfléchir à la désobéissance civile, donc pas seulement pour ce soir, mais peut-être pour demain, pardon d'ouvrir un grand débat, l'enjeu de l'illégalité est important. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être se retrouver dans des questions, oui, hier c'était possible, maintenant c'est plus possible. L'enjeu de la violence, non-violence aussi. Alors ça, c'est le grand sujet, je dirais presque tarte à la crème et voire même savon, parce que c'est compliqué. Je dirais que la violence aussi, ça dépend du rapport de force. Alors là, c'est aussi, il faudrait renvoyer encore à Hannah Arendt, qui est quand même pas mal là-dessus, hein, ou même à un vieux sociologue qui s'appelle Max Weber sur la violence légitime, jusqu'à où la violence est légitime et qu'un État est légitime dans sa violence,
Là aussi, c'est la Boétie, etc. Et ça dépend du rapport de force. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un État qui va aussi de plus en plus rendre illégal des tas d'activités, notamment aussi manifestantes et autres, bah, le rapport à la violence et la non-violence va se transformer. Et il va y avoir un enjeu d'ordre public. Et la police, c'est juste le bras armé de l'État, hein, enfin, bras armé, oui, on peut le dire quand même, armé. Et l'enjeu va être là, c'est-à-dire comment le citoyen aussi se réapproprie. Il y a beaucoup de réflexions sur comment aussi réapproprier sa police, enfin, notre police, parce que c'est pas la police, c'est pas celle d'à côté. La police, c'est pas un État dans l'État, c'est notre police, c'est celle qui doit aussi nous protéger. Donc, et protéger aussi, par exemple, des manifestations ou des manifestants. Donc, il y a ces questions d'enjeux de violence, non-violence, et puis aussi, du coup, de diversification des modalités d'action qui aussi, hein, pareil, à un moment pouvaient être dans la légalité et puis deviennent totalement illégales et voire même marquées par la violence alors qu'elles n'étaient pas auparavant. Il y a un autre enjeu, alors je vous ouvre un autre enjeu, c'est celui de l'efficacité. Est-ce que la désobéissance, et là je l'ouvre, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément la réponse, donc il faut réfléchir sans doute. L'efficacité, est-ce que la désobéissance civile est toujours efficace pour donner l'alerte, pour pratiquer la mise sur agenda, pour jouer sur la scandalisation, c'est-à-dire généralement c'est vrai que la désobéissance civile, j'ai oublié d'en parler parce que je me suis focalisée sur le droit, ça parle aussi aux médias. Moi, j'ai jamais été autant interrogée qu'au moment où les militants ont commencé à asperger des toiles voilà, dans les musées. C'était ça qui choquait. On ne parlait d'ailleurs que de l'acte et on ne parlait pas du militant et de ce qui était dit par les militants à ce moment-là. C'est-à-dire que à quel moment aussi c'est à la fois efficace parce que ça passe dans les médias, mais est-ce que passer dans les médias c'est efficace, enfin, et pas contre-productif, peut-être pas contre-efficace mais contre-productif. Et puis alors il y a un dernier enjeu aussi, c'est l'enjeu de l'urgence. Et dans l'enjeu de l'urgence, il y a toujours deux points, c'est-à-dire comme je dirais tous les coups sont permis, hein, et même Martin Luther King le dit plus ou moins comme ça, hein, et Gandhi aussi, hein, faut pas croire, hein, Gandhi, et même Gandhi va plus loin que Martin Luther King. Gandhi le dit clairement, en face aux colonialistes, parce que lui, il avait quand même presque l'armée britannique devant lui, hein. Il disait que quand même, jusqu'à un certain point, c'était la non-violence, mais qu'on pouvait quand même penser à la violence. Donc lui-même, il a pensé à la violence et au recours de la violence. Mais dans ce répertoire-là d'action, on va de l'action directe non violente du type, je sais pas, décrocher des portraits de Macron, ou même dans un autre genre. Moi, je trouve que finalement, c'est pas loin, les actions directes dans les musées, c'est pas loin de la même chose, c'est-à-dire faire un peu d'agitation, faire procès, mettre, je dirais, cette affaire-là dans l'espace public. Il y a aussi les manifestations de masse, et ça, c'est Extinction Rebellion, qui à un moment, alors à un moment l'a fait beaucoup, à un moment est reparti sur la désobéissance civile, à un moment revient sur les mobilisations de manifestations, en sachant que les manifestations de masse aussi, quid de l'écho et de l'efficacité, hein, parce que c'est un peu comme la désobéissance civile en réalité. Mais en même temps, les manifestations de masse peuvent être de la désobéissance civile. Il faut savoir que d'une certaine manière, en partie, on peut le dire, Sainte-Soline, c'était aussi une manifestation et c'était de la désobéissance civile, puisque, je vous rappelle, la manifestation était interdite. Donc, d'une certaine manière, c'était une manifestation de désobéissance civile. Et puis, l'enjeu qui actuellement traverse beaucoup les écologistes, enfin, pour en parler avec d'autres groupes, et notamment, et aussi les ONG, notamment Greenpeace, mais pas que, enfin, beaucoup d'ONG en ce moment s'interrogent sur, je dirais l'éventualité ou la possibilité, alors pas forcément de leurs militants, mais à côté, ou d'autres membres, de recourir au sabotage, et en quoi ce sabotage peut avoir un effet contre-productif sur l'ensemble, je dirais, du mouvement. Il y a aussi un enjeu sur ça, c'est-à-dire sur désarmer l'autre au nom de l'urgence, ça a un effet. Est-ce que, alors ça c'est pour aussi recroiser avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la non-violence, l'efficacité, l'inégalité.
Là, on rentre peut-être dans un autre répertoire d'action qui peut toujours être dans la désobéissance civile, parce que si on fait de la rhétorique, on peut y aller, mais qui va être beaucoup plus coûteux pour tout le monde. Mais beaucoup plus coûteux, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Hein. C'est pas, enfin, moi en tant que sociologue, j'ai pas à dire qu'il faut le faire ou pas le faire, mais en tout cas, ça va transformer aussi et rigidifier aussi clairement les positions. Or, en ce moment, pour le dire, si vous êtes dans un atelier de réflexion, j'imagine vous êtes aussi intéressé à ces questionnements-là. En ce moment, on est clairement dans un moment où il y a une tension forte avec. Alors, je résume. Hein, ces deux blocs qui sont pas forcément homogènes, mais on va dire l'État, la police d'un côté, le ministère de l'Intérieur, et de l'autre côté, les mobilisations. Et quand je dis mobilisation, c'est pas que des écologistes d'ailleurs. Donc il y a vraiment un moment où on est en tension et on sent que des formes, alors le mot est à la mode en ce moment, c'est radicalité, mais en tout cas des formes de recours à des modalités plus fortes et plus confrontationnelles apparaissent. Et je sais que dans le milieu écologiste, et notamment un certain nombre qui sont vraiment dans l'idée que l'écologie, c'est quand même la protection du vivant, ça au minimum, ça les interpelle, voire même ça peut leur faire peur. Enfin, peur au sens, est-ce qu'on n'est pas en train de se renier ce que nous, on porte aussi, c'est-à-dire, voilà, la protection du vivant. Donc voilà, en fait, j'ai ouvert plein de questionnements, autant que j'ai pu répondre à la commande. Merci beaucoup pour avoir écouté sagement. Alors de droite, en fait, il y en a pas beaucoup qui sont, enfin, il y en a beaucoup qui en pratiquent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de revendication aussi formelle. Alors si, clairement, les seuls qui le font clairement en se revendiquant de la désobéissance civile, et notamment aux États-Unis, ce sont les mouvements de droite anti-avortement, au nom justement de la protection du vivant. Puisque je parlais quand même au nom d'un principe supérieur. Donc, et quand je parlais des États-Unis avec un contexte relativement différent de la France, où il y a quand même un substrat religieux très fort. En France, quand je parlais de religion, c'était plutôt dans la socialisation des personnes et dans la volonté, voilà, de protection de principes généraux et de morale, mais c'est pas du tout le même contexte d'identification. Et on peut penser qu'en France, oui, moi je l'avais entendu aussi, et d'ailleurs j'en avais fait un encart, c'est pour ça en 2013 j'avais dû revoir un peu ma copie, et j'avais voulu revoir ma copie et refaire une réédition de la désobéissance civile. C'était au moment de la manif pour tous. J'ai même, du coup ça m'avait attiré, j'avais même été les voir parce que j'habite Rennes. Et Rennes, c'était une ville où il y a de tout. Il y a l'extrême gauche, mais il y a aussi, il y a des ultra-gauches, comme on dit maintenant, très connus, mais il y a aussi un substrat catholique assez fort. Et il y avait des veillées de soirée, etc. Il y avait des appels à la désobéissance civile. Je les avais écoutés parce que j'étais très intéressée, parce que j'avais vu ça déjà sur Internet et les réseaux sociaux de l'époque, et j'avais été les écouter. Et ils se revendiquaient de Gandhi, Martin Luther King, etc. Et ils étaient pourtant sur des questions pas du tout progressistes, on va dire. Donc oui, et la désobéissance civile, puisque c'est un rapport à la loi et le cadre de droit, et pour faire écho à ce que vous aviez dit sur la démocratie, imaginons qu'une démocratie s'affaiblisse, une démocratie fasse plus consensus, ne soit plus légitime. C'est un peu quand même en ce moment, voilà, en ce moment ça se discute en tout cas. Eh bien, on pourrait avoir, je dirais, des mouvements de désobéissance civile qui se démultiplient et qui interrogent les lois ou qui disent, bah non, on ne veut pas suivre les lois. Alors, même si, quand on lit plutôt comment dire, je dirais les vrais, enfin en tout cas les fondateurs de la désobéissance civile, et notamment ceux qui réfléchissent, et notamment donc Hannah Arendt, mais aussi allez, remontons un peu haut, la Boétie, et tous ceux qui ont réfléchi au contrat social, c'est quand même plutôt dans la veine démocratique et dans la veine du contrat social. Le contrat social, c'est quoi? C'est on est citoyen, mais on est des citoyens actifs, c'est-à-dire en gros, on délègue à l'État ou à nos représentants notre souveraineté, mais on est en droit de leur demander des comptes. Et si ça va pas, on a le droit aussi de désobéir.
C'est ça, hein, le contrat social, en tout cas l'idée du contrat social. Et c'est normalement plutôt dans la veine démocratique et dans la veine du contrat social progressiste. Mais comme tout est possible, évidemment, il peut y en avoir, enfin, avoir des groupes qui sont totalement antidémocratiques, etc., qui se revendiquent de la désobéissance civile au nom de, voilà, au nom de principes différents. Alors, désobéissance civile stigmatisée, moi je dirais que oui, enfin, elle est peut-être stigmatisée actuellement, mais moi quand je l'ai traitée il y a quelques, donc même il y a une dizaine d'années, elle était plutôt positive. Hein. La désobéissance civile, ça se référait bah, justement au contrat social, au progressisme. Se revendiquer de désobéissance civile, ça veut dire aussi s'inscrire dans l'idée justement d'une égalité plus forte. Au départ, c'était l'égalité plus forte, ou au nom de principes, je dirais, justes. En tout cas, juste, le mot est peut-être d'ailleurs plus que l'égalité, hein, le principe juste pour tout le monde et pour l'ensemble de la société. Donc, clairement, a priori, la désobéissance civile n'est pas stigmatisée. Mais par contre, vous avez raison, depuis quelque temps, et depuis, je dirais, bon, allez, on va dire vite, depuis 5-6 ans, alors, pas forcément dans les milieux ni académiques, universitaires, militants ou autres, mais dans l'espace public, les médias, des relais d'opinion. En plus, il y a une interrogation presque sur la désobéissance civile. Est-ce que ces gens-là, ils disent qu'ils sont désobéissants civils, mais sont-ils pas des affreux, je sais pas quoi. Enfin, du coup, après, il y a d'autres qualificatifs qui apparaissent. La désobéissance civile se retrouve stigmatisée et peut-être aussi parce que, alors ça c'est un autre point, hein, peut-être parce que dans le mouvement des désobéissance civile, moi-même, hein, je dois le reconnaître, il y a tellement de groupes et de sous-groupes qui s'en revendiquent qu'il n'y a plus l'image un peu pérenne ou avec, je dirais, une sorte de modus vivendi ou operandi qui faisait que tout le monde s'y retrouvait. Actuellement, ce qu'on voit, c'est à la fois une stigmatisation d'un certain nombre voilà, de personnes ou d'acteurs qui vont stigmatiser la désobéissance civile, et puis en parallèle, de plus en plus d'individus ou de groupes qui vont se revendiquer de la désobéissance civile et qui vont du coup la pratiquer de manière très variée. Et pour avoir été dans un webinaire il y a à peu près quelques mois, notamment avec justement, il y avait José Bové et d'autres, je dirais, fondateurs de la désobéissance civile en France. En tout cas, bon, après c'est leur position, hein, parce que je pense que c'est aussi relativement générationnel. Mais à l'époque, bah voilà, ils avaient leur définition de la désobéissance civile et ils trouvent que maintenant, en gros, c'est pas que ça se démocratise trop, mais que ça se voilà, ça se dilue parce que chacun il crée un peu sa modalité. Moi, je pense que, alors comme je suis sociologue et j'ai pas là pour dire quelles sont les pratiques et les bonnes pratiques, je pense que c'est peut-être aussi une notion qui permet notamment aux plus jeunes de produire de la contestation tout en se revendiquant citoyen. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt positif. Parce que moi, quelquefois, on m'oppose, ça soit dans les milieux universitaires comme dans le milieu médiatique ou de l'opinion, c'est oui, mais les jeunes, bon, en gros, ils vont pas voter, ils font pas ci, ils font pas ça. Moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance en ce moment parce qu'on a une jeunesse qui est quand même très consciente et qui s'investit. Et je fais pas ça pour faire de la démagogie auprès de mes étudiants, mais je trouve que quand même c'est intéressant. Et que ils disent pas qu'ils veulent être dictateurs, ils veulent être citoyens. Donc c'est quand même pas mal. Donc je trouve que quand même la désobéissance civile, c'est pas non plus, comment dire, c'est on va dire un habit, parce que c'est un habit. Hein, on dit tiens, on est dans la désobéissance civile, on va faire de la désobéissance civile, mais c'est aussi s'affirmer en tant que citoyen. Et c'est aussi s'affirmer par rapport à des États, à des groupes d'intérêt, et de pouvoir peser sur soit les décisions, soit sur voilà, sur les politiques publiques, ou c'est une manière aussi d'interpeller les élus parfois, et ça peut être aussi une manière, voilà, de réinventer la démocratie. Donc c'est pas, mais par contre, oui, ça va être stigmatisant. Pourquoi? Parce que ça fait désordre, on va dire. Et qu'en ce moment, comme le désordre se multiplie, ceux qui veulent remettre de l'ordre, ben, ils sont pas contents, donc ils vont stigmatiser.
Alors, pour répondre, parce que c'est plus rapide et plus facile, le désarmement, c'est vraiment gérer de la rhétorique militante. Alors, sauf si on fait évoluer le droit, mais c'est pas en ce moment, enfin, en tout cas, dans le contexte actuel, je ne le sens pas trop bien. Le terme désarmement, non, non, pas du tout. C'est pas aucune reconnaissance de droit, etc. C'est plutôt de la rhétorique militante pour expliquer que on va aller, voilà, pratiquer du sabotage, parce que d'un point de vue, par contre, du droit, je dirais détériorer quelque chose, enfin un objet, quel qu'il soit. L'objet peut être le bulldozer comme une bassine, je ne sais quoi. C'est clairement du sabotage ou c'est clairement du désordre. Donc le désarmement, pas du tout. Alors sur la question de la violence, je suis pas trop sûre pour pouvoir vous répondre parce que j'ai pas tellement d'idées. Par contre, la violence, enfin, je veux dire pas d'idées au sens comment les militants souvent ils sont passés par la dénonciation. Et justement, la dénonciation, c'est la dénonciation des activités, par exemple, de telle entreprise. Ils le font très régulièrement, hein, grâce soit à des pétitions, soit à des tribunes. Ils le font aussi pour expliquer, j'en sais rien, que elle fait Total, enfin, pour pas les nommer, mais enfin, il y en a plein d'autres, font ceci et cela ailleurs, etc. Mais moi, je reviens à l'urgence, et c'est ça que j'entends beaucoup en ce moment dans les mouvements militants, c'est que il y a aussi une certaine lassitude militante, on va dire. Hein, moi, je sens ça de cette manière-là, c'est-à-dire à force d'avoir, on a dénoncé, on a lancé l'alerte. C'est pour ça aussi je me dis, est-ce que d'ailleurs la désobéissance civile sert à donner l'alerte? Parce que parfois j'entends ça, mais je suis pas certaine, parce que les alertes, elles ont été données. Par exemple, pour le dire clairement, le GIEC aussi a donné ses alertes. Enfin, tout le monde, la mise sur l'agenda de l'environnement, elle est faite. Euh, donc là-dessus aussi, enfin bon, après, on en pense ce qu'on veut, mais y compris Elisabeth Borne, voilà, pense à la transition écologique, etc. Donc il y a pas, on peut pas dire que tout ça, d'un point de vue des politiques publiques, c'est fait. En revanche, moi, ce que je ressens de la part de ceux qui pratiquent la désobéissance civile et veulent dénoncer la violence qui est faite, alors qui est faite au sein même des groupes d'intérêt, mais aussi qui est faite à la nature. Et moi, ce que j'entends aussi ou ce que je vois dans des mobilisations du genre Sainte-Soline ou plus récemment, ce qui a pu avoir lieu à Rouen ou maintenant bientôt dans la vallée de la Maurienne, c'est la protection. Alors la protection au nom du climat, mais la protection aussi de la biodiversité et aussi des choix qui sont plus du tout adaptés à l'urgence de la situation. Et donc la violence, elle est là aussi, c'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que, alors je vais faire aussi toujours pareil, un parallèle qui n'a rien à voir, mais qui permet de réfléchir. Martin Luther King c'est pour ça que je vous dis relisez Martin Luther King, parce que finalement, et en enlevant évidemment sa situation pour l'adapter à la nôtre, a réfléchi à ces questionnements-là. C'est-à-dire, il a bien expliqué que il fallait montrer, et surtout à l'opinion publique, parce qu'il y avait quand même un enjeu d'opinion publique, la violence qui était faite de manière routinière sur les Noirs, hein, pour dire clairement, sur les Noirs et les populations noires, où elles s'asseyaient ou s'asseyaient pas dans les bus, dans les cafés, la ségrégation à l'école, etc. Et l'idée de reconquête, parce qu'ils ont quand même fait ça aussi, hein, c'est-à-dire aller s'asseoir de manière ostensible dans des endroits où ils n'avaient pas le droit, notamment des cafés, enfin, ou des lieux publics. La police venait, les mettait dehors, les frappait. Alors, c'est pas nouveau qu'on frappait beaucoup, hein. On a beaucoup frappé les militants, mais à l'époque, on frappait aussi beaucoup. Et l'enjeu, c'était que les caméras soient là. Et Gandhi a fait la même chose d'ailleurs, qui est usage des médias pour qu'il y ait un écho dans l'opinion publique et qu'on dise combien c'était pas possible qu'on continue ces situations-là. Ce que moi je vois en ce moment avec les écologistes, le problème est, alors d'abord, il y a peut-être une routinisation de toutes ces activités de désobéissance civile qui fait que, c'est ce que je disais au moment de l'efficacité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les médias s'habituent
et les médias, alors le font, hein, recueillent, remontrent, mais quel est l'écho dans l'opinion publique de ces activités de désobéissance civile, en sachant que je réarticule avec ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est que la désobéissance civile des écologistes est un peu plus compliquée que celle des Noirs qui revendiquent pour leur place dans la société. C'est que c'est relativement, on va dire, intellectuel, au sens, c'est la protection de l'environnement, la biodiversité. Alors encore pire, d'ailleurs, on m'a beaucoup interrogé là-dessus. Pourquoi attaquer un tableau, blabla, et l'art, quel rapport avec la nature, etc. Donc, il y a aussi un enjeu par rapport à ce fameux lien de causalité. Et parfois, c'est vrai que certaines activités de désobéissance civile contemporaine sont particulièrement, compliquées, j'imagine. Hein. J'ai pas non plus d'études sur la réception, mais dans l'opinion publique, comment sont reçues ces images-là, c'est pas sûr que ça soit reçu de cette manière, en tout cas si forte. En revanche, peut-être que quand c'est un aménagement et la protection vraiment d'un espace, là, par contre, il y a une réalité physique, c'est-à-dire la protection de cet espace-là, qui avait dans le Larzac, par exemple, et qui a bien marché. Je pense que finalement, dans les espaces ruraux ou les espaces où il n'y a pas que les ruraux d'ailleurs, mais enfin les espaces où il y a vraiment un enjeu local et où il s'agit de démontrer que il faut protéger l'environnement, etc. Ça marchera peut-être pas forcément mieux, mais en tout cas, ça paraît beaucoup plus, le lien de causalité a l'air plus fort et la violence peut paraître moins légitime. En revanche, en ce moment, il y a un enjeu sur la criminalisation du mouvement, qui fait que la violence légitime de l'État se légitime aussi par la manière de labelliser les opposants. La violence n'est pas légitime parce qu'elle est légitime, elle est légitime aussi parce que il y a eu tout le discours de la désobéissance civile et en face celle pour le dire clairement, le ministre de l'Intérieur, enfin, ou en tout cas qui explique très clairement, ceux-là, ils sont comme ça. Donc on est légitime à les maltraiter, on va dire, ou à les arrêter. Parce que la violence légitime, c'est ça, c'est pas, c'est aussi l'explication, c'est le sous-texte, c'est le sous-titre. Alors moi, quand j'ai parlé d'environnement, c'était pour expliquer le fait que même si, bref, vous incarnez l'idée que évidemment c'est l'homme et c'est l'humain qui est au cœur. Et quand on dit le vivant actuellement, c'est ce que j'entends beaucoup plus, et plutôt dans la génération de la désobéissance civile contemporaine. On parle plus de vivant que d'humain. Mais c'était quand même très clairement des luttes environnementales et clairement des luttes paysannes. Donc, puisque ce qui a fait aussi un point assez intéressant de bascule dans la désobéissance civile de l'époque, comme vous l'avez rappelé, les faucheurs volontaires, c'est aussi un moment où il y a l'altermondialisme qui s'organise et où en France, il y a l'ONG Greenpeace, qui n'était pas du tout présente en France jusqu'au milieu des années 90, qui s'implante en France et qui, à l'époque, c'était Arnaud Apothékeur et puis José Bové, qui ont quand même beaucoup travaillé ensemble, main dans la main, et notamment pour porter aussi ce discours-là dans les arènes internationales. Je vais pas parler de tout ça parce que on peut pas parler de tout en même temps, mais autant il y avait de l'activisme géré local, et autant il y avait aussi des positions communes, et en sachant que Greenpeace aussi faisait à l'époque de la désobéissance civile aussi et des attaques, on va dire, alors là pour le coup plutôt sur lorsqu'il y avait des OGM qui arrivaient dans les ports français, etc. Il y avait aussi un certain nombre d'activismes de Greenpeace à l'époque. Et donc l'activisme Greenpeace, avec ses modalités de désobéissance civile, parce qu'ils s'en revendiquent aussi, et avec les réseaux, notamment de la Confédération paysanne, ça a créé aussi une sorte de moment, je dirais, de la désobéissance civile qui est très particulier. Alors à la France, qui veut pas dire que par exemple mon collègue Graham Hayes, il y a eu aussi des arrachages de plants OGM en Grande-Bretagne. Mais là-bas, c'était que Greenpeace qui le faisait. Il y avait pas la Confédération paysanne n'était pas, il n'y avait pas l'équivalent, on va dire. Donc, dans chaque situation, et
c'était différent. Et en Grande-Bretagne, ça c'est intéressant aussi, hein. Autant en France, alors ça ne veut pas dire que les procès militants n'ont pas été forts, mais il y avait une certaine, je vais pas dire impunité, mais relative clémence des tribunaux, alors qu'en Grande-Bretagne, notamment les militants ont été beaucoup plus poursuivis. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand je disais les procès, ça veut dire aussi quelquefois des peines d'amende, des peines de prison, mais d'amende et des poursuites. Et clairement, c'était aussi une manière, l'État a non seulement la violence légitime, mais la possibilité aussi par la répression de, comment dire, on va dire d'appauvrir les organisations, parce que les organisations doivent débourser, doivent soutenir les militants, hein. Même actuellement, je sais qu'à Greenpeace, bah, ça fait partie de leur activité principale, voilà, c'est soutenir leurs militants, leurs activistes. Donc, il y a aussi cet aspect-là, hein, il faut en prendre conscience. Il y a un coût, on va dire, il y a un coût militant à la désobéissance civile, il y a un coût pour les organisations. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, hein. Et l'environnement, il y a 10 milliers de manières de travailler l'environnement. Ça part soit de l'humain vers, on va dire, la planète, mais il y a quand même actuellement une génération qui se saisit de la désobéissance civile, moins pas votre, je dirais, votre tradition, on va dire, votre tradition qui passe par l'humain pour arriver à la planète. En ce moment, il y a quand même le réchauffement climatique qui inquiète beaucoup un certain nombre de générations. Enfin, dans cette génération, il y a quand même de réels, voilà. En tout cas, il justifie beaucoup par le réchauffement climatique et par les effets sur les êtres humains, parce qu'évidemment, les êtres vivants d'une manière générale, mais les êtres humains, et voir un autre point, c'est sur la justice environnementale. Ça traverse beaucoup de mouvements écologistes actuellement, hein. Sur le paradoxe, en fait, et là pour parler de vraiment du contemporain, c'est-à-dire ce qui se passe depuis quelques mois, et j'ai pas forcément plus de recul que ça non plus, hein, parce que on a beau être sociologue et avoir des outils d'analyse, on est quand même un peu baigné dedans, donc voilà, donc je suis assez prudente, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a l'urgence climatique, mais qui s'articule aussi alors je sais pas si c'est le mot, mais à une urgence démocratique, c'est-à-dire l'idée que il y a toute une génération qui est pas écoutée, pas entendue, et qui peut expliquer la démultiplication de ces phénomènes. Surtout qu'on est quand même, alors pour parler, et là c'est global, donc c'est pas spécifiquement français. Moi, je regarde un peu ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment, et notamment, même pas plus tard qu'hier au Royaume-Uni, j'ai entendu qu'il y avait une criminalisation plus forte du mouvement. Je crois en Allemagne aussi, on commence à criminaliser beaucoup plus fortement, c'est-à-dire en réalité, et je dirais, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'illégalité et la légalité. Je suis pas sûre qu'à chaque fois c'était de la désobéissance civile. Par exemple, moi sur Sainte-Soline, moi ce que je dis, bon après c'est devenu de la désobéissance civile, mais au départ c'était une manifestation. C'était une manifestation, mais si elle est interdite, ça devient de la désobéissance. Enfin, et en plus ça peut se revendiquer comme de la désobéissance civile. Je veux dire, c'est lié aussi à un contexte particulier où, dans beaucoup d'espaces, y compris démocratiques, alors peut-être parce que, voilà, je dirais les États se sentent un peu débordés par des tas de demandes sociales différentes. Il y a une volonté, je dirais, de tenir au sens primaire du terme, c'est-à-dire tenir voilà l'État et dans cette idée-là, bah, il y a une tension qui fait que voilà, qui fait que il y aura de plus en plus, c'est pas qu'il y a de plus en plus de désobéissance civile, mais il y a aussi de plus en plus de répression qui fait que on bascule dans des formes d'illégalisme. Autre point aussi, autant il y a justement 4-5 ans, je pouvais dire là, ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'il y a une démultiplication des causes de la désobéissance civile. Autant maintenant, et le mot est d'ailleurs aussi important, et il faudra peut-être passer un peu plus de temps à réfléchir et faire un atelier dédié, c'est sur la différence entre désobéissance civile et résistance, parce que ou d'ailleurs c'est pas très clair parce que David Soro il a parlé de résistance civile et après il y a une deuxième version qui a été revue, corrigée et traduite en désobéissance civile, donc ça veut dire que le terme n'est pas aussi clair que ça, mais c'est aussi un phénomène où on sent que les citoyens, enfin en tout cas
évidemment pas tous, mais un certain nombre d'individus, de citoyens, de groupes de citoyens, ont envie de prendre la parole, ont envie d'avoir leurs espaces de dialogue, ont envie d'avoir des initiatives et n'y arrivent pas forcément. Donc, comme ils n'y arrivent pas forcément, ils inventent des formes de résistance civile ou de désobéissance civile. Et c'est pourquoi je reviens aussi à l'idée que on n'est pas, si on dit toujours désobéissance civile, comme on peut toujours dire démocratie, et puis la démocratie, elle évolue, la désobéissance civile contemporaine n'est peut-être pas tout à fait la même, y compris celle de José Bové d'il y a 10 ans, d'il y a 10-15 ans, y compris celle qui avait lieu sur le Larzac. Elle est peut-être très particulière à notre singularité contemporaine, avec la crise de la démocratie, de la légitimité démocratique, avec ce qui s'est passé cet hiver, qui, à mon avis, aura des effets, des échos, par en plus toute une génération qui a traversé une crise globale qui est la pandémie Covid, donc qui a connu aussi un moment où on a pu arrêter, je dirais, la machine et toutes les machines. Et on se demande pourquoi maintenant on recommence comme avant et qu'on n'essaye pas d'autres modèles. Donc tout ça, c'est des prises de conscience qui vont travailler la désobéissance civile contemporaine, qui est plus tout à fait celle que j'ai décrite parce qu'elle est en train de se vivre maintenant. Mais avec des coûts de l'engagement sans doute forts. Et un coût parce que les États, et là, je vous dis, c'est pas que l'État français, l'État britannique, allemand, etc., ont plutôt tendance en ce moment à se rigidifier ou à essayer je dirais, de rendre plus difficile l'activité militante. Donc, en rendant plus difficile l'activité militante, on donne aussi plus de possibilités à la désobéissance civile. C'est un petit peu aussi cette raison-là qui a fait que même un Gandhi s'est retrouvé désobéissant civil, parce qu'il n'avait pas le droit de faire grand-chose, Gandhi, en Afrique du Sud, dans ses premières manifestations. Tout était interdit. Alors, quand tout est interdit, tout devient illégal.